Tempest s'est développée à une vitesse folle pour devenir une superpuissance, et le dirigeant suprême de ce pays, c'est moi, Rimuru. Même si je me considère toujours comme un gentil petit sim totalement inoffensif, amical avec tout le monde et protecteur envers ses compagnons, j'ai moi aussi des limites absolues à ne pas franchir. Je m'énerve très rarement, mais dans la saison 4 de l'anime, je vais littéralement entrer dans une rage noire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur mes moments de pure colère dans cette 4e saison, mais aussi sur les instants où d'autres personnages vont complètement péter les plombs. Attention, cette vidéo contient d'énormes spoils qui dépassent l'avancement actuel du manga et de l'anime, donc si vous voulez garder la surprise, c'est le moment de partir. Le théâtre de ma première grosse colère dans la saison 4 se déroule au Conseil des Nations occidentales. Nous nous étions rendus au royaume de Glacia pour intégrer le conseil, mais nous avons été accueillis par des députés manipulés en sous-main par le clan Rosso, qui nous ont balancé une série de requêtes d'une insolence et d'un ridicule sans nom. Pour tout vous dire, on m'avait prévenu qu'il y aurait un piège avant la réunion. À ce moment-là, j'essayais tant bien que mal de retenir Benimaru de peur qu'il s'énerve et détruise la salle, mais qui aurait cru que c'est moi qui allais complètement vriller sur place ? Les humains ne nous ont pas présenté un traité de négociation entre nations égales, mais un texte d'asservissement pur et simple. Ce n'était même pas une négociation. Ils exigeaient que la Fédération de Tempest finance intégralement la construction du train magique jusqu'à Glacia, qu'on fournisse gratuitement des armes et équipements de haute qualité aux nations humaines, que le Conseil s'ingère dans la gestion du labyrinthe souterrain, et qu'on leur verse un tribut astronomique. C'était une tentative flagrante de détruire l'économie et la puissance militaire de notre jeune nation naissante pour nous soumettre totalement au contrôle des pays occidentaux. En lisant ce document, ma colère d'ordinaire si contenue a instantanément explosé. Devant tous les députés, j'ai fracassé la luxueuse table de négociation d'un coup de pied mémorable, avant de m'installer de la manière la plus arrogante possible pour toiser ces politiciens du regard. À la base, je voulais sincèrement coexister en paix avec les humains, et avant la réunion, j'avais l'habitude de balayer les problèmes d'un simple « ne vous inquiétez pas, je m'en occupe ». Sauf que les députés de ces grandes puissances ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse et de la docilité, au point de pousser le bouchon aussi loin. Est-ce qu'on peut vraiment me reprocher d'avoir retourné la table ? Les exigences abusives du Conseil se divisaient en 4 points principaux. Premièrement, Tempest devait assumer tous les frais du train jusqu'à Glacia. Payer seul pour une infrastructure dont tout le monde profite, c'est absurde. Deuxièmement, fournir des armes gratuitement, ce qui revenait à voler nos technologies. Troisièmement, le Conseil voulait s'approprier la gestion du labyrinthe souterrain créé par un roi démon et le dragon des ouragans. Même si je doute que des humains puissent gérer Veldora et les autres, l'existence du labyrinthe est devenue impossible à ignorer pour eux. Quatrièmement, verser un tribut annuel, avec en prime des indices montrant qu'ils voulaient réserver les sièges de députés aux seuls humains. Cela revenait à me priver de mon droit de vote. C'était un contrat unilatéral disant on veut bien que tu viennes, mais tu te tais et tu paies. Même le président du conseil avait l'air épuisé, prouvant que ce document ne venait pas de lui, mais de la folie des députés manipulés par le contrôle mental du clan Rosso. Cependant, même si j'ai explosé de colère, j'ai gardé la tête froide. J'ai détruit la table, mais je n'ai pas relâché mon aura de roi démon. Je savais pertinemment que si je libérais ma pression spirituelle, ces humains ordinaires seraient paralysés sur place ou mourraient littéralement de peur. Si cela s'était produit, cela aurait acté le fait qu'un roi démon soumet les humains par la force brute, détruisant mon rêve de coexistence pacifique. Le fait d'avoir canalisé ma rage uniquement sur la table prouve que je gardais le contrôle au milieu de ma colère. De plus, ce pic émotionnel a permis à Raphaël, le roi de la sagesse, de repérer les failles du contrôle mental chez les députés et de dissiper instantanément leur lavage de cerveau grâce à une manipulation de génie. Après avoir réglé les derniers détails, Tempest a pu rejoindre le Conseil, et les clauses limitant notre souveraineté ont été rejetées à l'unanimité. Une autre tempête a secoué le Conseil juste après. Alors que le calme semblait revenu, Rena, la commandante des chevaliers de la faction du prince Elric, a fait irruption dans la salle accompagnée de Gay, un aventurier de rang A. Ils ont pris le contrôle de la salle par les armes, allant jusqu'à sortir une orbe de domination.
Sur le moment, je me suis demandé s'ils avaient une stratégie imparable pour oser se montrer aussi arrogants et grossiers face à un roi démon, avant de réaliser qu'ils étaient juste complètement stupides. L'orbe de domination avait certes permis de contrôler Milim par le passé, mais sur un roi démon éveillé comme moi, ça n'a strictement aucun effet. J'ai donc décidé de savourer le spectacle en laissant Rena s'enfoncer tout seul dans sa démonstration de force ridicule. Sauf que derrière moi, Shuna a totalement vrillé. Elle a laissé éclater une colère glaciale et intense, un phénomène extrêmement rare chez elle, car elle refusait catégoriquement que l'on insulte ma dignité sous ses yeux. Shuna a intercepté directement l'aventurier de rang A, pulvérisant son épée à main nue avant de le désintégrer. Instantanément avec un sort de particule de désintégration. Pendant que Shuna s'occupait de Gay, c'est Hinata, la capitaine des Saints Chevaliers, qui s'est chargée de régler le compte de Rena. Ce conflit ne datait pas d'hier, le prince Elric avait déjà approché Hinata pour essayer de la rallier à son complot contre moi au conseil. Hinata avait refusé net à l'époque, les prévenant de la gravité de la situation s'il m'énervait. Le problème venait de l'attitude insolente de Rena envers Hinata, allant jusqu'à lui crier « Femme, tu es trop bruyante », et à l'insulter en prétendant qu'elle devait son poste de capitaine à la séduction du cardinal. En observant la scène, je savais déjà que ce type était un homme mort, mais Rena ne se rendait absolument pas compte du danger. C'était un homme d'une arrogance sans limite, qui se vantait de pouvoir battre Hinata. Pourtant, lors de leur affrontement, le fossé entre leurs niveaux était abyssal. Hinata n'a pas retenu ses coups, le submergeant par sa vitesse et sa technique pour le mettre au tapis en un clin d'œil. Rena a fini arrêtée et livrée aux enquêteurs magiques. Si Hinata n'a pas fait de cadeau à Elric et Rena, c'est aussi parce qu'ils ont piétiné sa fierté et la mission sacrée qu'elle s'était donnée pour protéger l'impartialité du conseil. Une fois le calme revenu, Hinata a juré qu'elle n'était pas en colère, et je n'ai pu que hocher la tête frénétiquement pour abonder dans son sens, mais pour être honnête, si Shuna ou Hinata avaient totalement perdu le contrôle, aucun humain présent dans cette salle n'aurait survécu. Maribel du clan Rosso a ressenti une immense menace face au développement fulgurant de Tempest, et a planifié mon élimination totale. Sa compétence unique, le roi de l'avarice, lui permet de stimuler et de contrôler les désirs des gens. Après avoir constaté l'essor de notre pays lors de notre festival, elle a pris le contrôle total d'Yuki Kagurazaka et m'a tendu un piège dans les ruines d'Amrita. À ce moment-là, j'ai ignoré les avertissements de mes subordonnés, l'esprit trop occupé par le romantisme de l'exploration de ruines, et je suis parti avec une escorte minimale. Dans les ruines, Maribel et l'aventurier Gay, sous son contrôle, m'attendaient de pied ferme. Face à l'attaque de Gay, j'ai concentré mon énergie magique dans ma main gauche pour le pulvériser d'un seul coup. Même si Gay semblait avoir acquis une force surhumaine, face à moi, ce n'était même pas un échauffement. Je lui ai dit qu'il semblait tellement vouloir m'affronter que c'était un plaisir de réaliser son vœu avant sa mort. J'ai classé Maribel comme ennemie et je me suis avancé pour l'éliminer. Terrifiée par la puissance monstrueuse que je déployais, bien au-delà de ce qu'elle imaginait, Maribel a activé en urgence une barrière de saint langage Holyfield combinée à des ombres de sang pour affaiblir les monstres. Mais j'avais anticipé le coup, et mes compagnons ont contré sa tactique sans effort. Après avoir balayé ses attaques, je me suis approché d'une Maribel totalement impuissante pour lui promettre une mort sans souffrance. Ma véritable colère venait de son désir égoïste d'utiliser tout le monde comme des outils. Sa vision tordue du monde, où il faut soit dominer soit être dominé, était incompatible avec le monde de coexistence que je recherche. Pour l'anecdote, Gelt a mentionné après coup que j'avais l'air terrifiant à ce moment-là, tandis que Suka s'est dit honoré de me voir faire preuve d'une telle majesté. Même si Yuki est intervenue à la fin pour permettre à Maribel de s'enfuir temporairement, elle a fini par se faire trahir et tuer par Yuki lui-même. Ce combat m'a poussé à réfléchir. Après avoir tué Gay, j'ai eu un doute, me demandant si tuer Maribel n'était pas de la légitime défense excessive puisqu'elle ne m'avait pas posé tant de problèmes que ça. Mais Raphaël m'a annoncé que Yuki l'avait éliminée. Pour que le danger ne touche pas mes citoyens et pour ne pas inquiéter Raphaël, j'ai réaffirmé ma détermination à me salir les mains moi-même pour protéger tout ce qui m'est cher. Passons à mon second secrétaire, Diablo, le noir primordial. Durant les troubles en Occident, Diablo a été téléporté loin de Lubelius et s'est retrouvé face au démon Vienne.
Vienne, jaloux que Diablo ait fait match nul avec Guy par le passé, a osé m'insulter en me traitant de roi démon de pacotille. Pour Diablo, m'insulter équivaut à nier le sens même de son existence, et il est entré dans une rage absolue à cet instant précis. Ce fut l'erreur fatale de Vienne. Même s'il continuait de hurler pour afficher sa fierté de démon, au fond de lui, il regrettait déjà d'avoir croisé le fer avec Diablo. Face à un Diablo hors de lui, Vienne a tenté de faire bonne figure en acceptant le combat, se réjouissant secrètement d'utiliser un clone matériel. La colère de Diablo s'est transformée en un abîme de glace. Pour effacer définitivement Vienne, il a directement incanté de la magie d'attributs sacrés, un exploit théoriquement impossible pour un démon. Les particules de désintégration. Porté par sa loyauté fanatique, Diablo a déclaré que tant que sa foi envers moi était absolue, il pouvait même dominer l'esprit de la magie sacrée. Vienne a ressenti une terreur pure. Diablo lui a lancé de réfléchir à ses fautes pendant qu'il brûlait, démontrant une puissance hors norme. Même en sachant qu'il ne s'agissait que d'un clone matériel, Diablo l'a détruit avec une cruauté extrême. S'il a pu utiliser la magie sacrée, c'est uniquement grâce à sa dévotion aveugle pour moi, surpassant totalement Vienne. À ses yeux, quiconque ne comprend pas ma grandeur est un idiot irrécupérable. En revanche, si quelqu'un me flatte, même s'il s'agit d'un ennemi, Diablo se montrera clément. Pour la petite histoire, Vienne a fini par trouver les slims très mignons et a développé une immense admiration pour moi, au point de ne plus oser lever les yeux en ma présence après avoir reçu une part de gâteau et évolué suite au Walpurgie. Testarossa, la blanche primordiale, gère le conseil avec élégance et paix grâce à ses connaissances juridiques parfaites, mais elle reste une reine démon particulièrement fière. Lors d'un incident, elle a passé ses nerfs sur son serviteur Moss. Le travail d'espionnage de Moss était tellement irréprochable que je l'ai complimenté en personne. Testarossa a souri en plaisantant. Oh là là, j'en serais presque jalouse, maître Rimuru. Cette simple phrase a fait suer Moss à grosses gouttes, mais la vraie terreur est venue après. Moss m'a ensuite rapporté des informations sur un navire de Sarion, affirmant que l'armée de cet elfe suffirait à balayer les démons. En entendant le mot elfe pour désigner Elmesia, l'atmosphère autour de Testarossa a radicalement changé. L'impératrice Elmesia étant une alliée cruciale pour moi, Testarossa ne pouvait pas tolérer que Moss utilise un terme aussi réducteur et teinté de mépris racial. Elle lui a rappelé d'un ton glacial qu'il était impoli de parler ainsi d'une alliée de Sa Majesté Rimuru. Face à cette voix de mort, Moss s'est confondu en excuses frénétiques. Moss sait pertinemment qu'une simple désobéissance mineure lui vaut d'habitude une punition comme se faire couper une oreille, il connaît le danger de toucher aux ronces de Testarossa. On compatit pour lui. Porté par cette loyauté indéfectible, Testarossa inspire la confiance des humains rien qu'en discutant avec eux, prenant ainsi le contrôle du conseil, et la rumeur disant qu'il ne faut sous aucun prétexte l'énerver s'est vite propagée dans le monde des humains. La reine des monts vampires Luminou Valentine a elle aussi perdu le contrôle. Sa blessure la plus profonde est liée à la disparition de l'héroïne Chronoa, Chloé. Pendant que Grandbel plongeait Lubelius dans le chaos, Yuki a brisé le sceau du Saint-Cercueil pour enlever Chloé. Luminou a laissé éclater sa rage, mais un drame pire encore s'est produit. Lors de l'affrontement entre Grandbel et Hinata, Grandbel a décoché un coup mortel vers Chloé. Hinata s'est interposée et s'est fait transpercer par l'épée, se retrouvant à l'agonie. Lorsque la main de Chloé a touché Hinata, les deux ont instantanément disparu de la réalité. Luminou et moi étions sous le choc, mais seul Luminou et Grandbel comprenaient ce qui venait de se passer. Luminou a fondu en larmes pour n'avoir pas pu protéger Hinata. Face aux éclats de rire sardoniques de Grandbel, Luminou est entré dans une fureur noire. Son explosion émotionnelle a provoqué l'éveil complet de sa compétence sacrée régissant la vie et la mort, le roi de la Luxurasmo II. Pourtant, face à ce pouvoir immense, elle ne ressentait aucune joie, l'esprit submergé par l'échec de ne pas avoir sauvé Hinata, et elle a attaqué Grandbel sauvagement. C'est l'une des rares fois où elle a manifesté une colère dépassant de loin sa rancœur habituelle envers Veldora. Dans le volume 11 du light novel, le roi démon de platine, Léon Cromwell, vient encore plus semer le trouble. Grandbel a révélé publiquement les crimes de Léon, qui n'a pas hésité à invoquer et sacrifier de nombreux enfants dans l'espoir de retrouver une compagne spécifique.
Grand-Belle cherchait ainsi à créer une faille entre nous. En réalité, Grand-Belle manipulait bel et bien des enfants, et Léon était impliqué. Bien que Raphaël m'ait prévenu du piège, dès qu'il s'agit du sort des enfants invoqués, une question intimement liée au passé de Shizu, je perds totalement mon calme. En entendant que ces enfants portaient des traces d'esprit et en voyant Léon avouer les faits de sa propre bouche, ma colère a franchi le point de non-retour. J'avais déjà croisé Léon au Walpurgie, mais la cible était Clément à l'époque et nous n'avions que brièvement discuté. Cette fois, pour prouver ma colère par les actes, j'ai foncé sur lui pour lui coller une énorme droite en plein visage alors qu'il ne se défendait pas. En voyant qu'il acceptait de prendre ce coup de poing de plein fouet sans broncher, j'ai compris qu'il y avait une autre explication. Après avoir été séparé de Chloé par le passé, il avait multiplié les invocations désespérées pour la retrouver, et Shizu faisait partie des invocations ratées de cette époque. Léon ne kidnappait pas les enfants lui-même, il les achetait souvent à l'Empire d'Orient. Considérant l'invocation comme un péché, il scellait des esprits en eux pour stabiliser leur force vitale et leur sauver la vie en guise de rédemption. Bien qu'il ait effectivement commandé de nombreux enfants de moins de 10 ans, son intention n'a jamais été de les utiliser comme des armes. Sachant que j'allais m'énerver et le frapper, il a accepté cette droite de bon cœur. Pour l'anecdote, dans le volume 18 du light novel, j'ai visité son magnifique pays, Eldorado, et j'ai été profondément impressionné par son esthétique. Le lieu étant protégé par une barrière, j'ai décidé de ne plus creuser ce sujet sensible. Guy Crimson, le roi de la terreur, est quant à lui l'un des cadres les plus fatigués de ce monde. Tout d'abord, la simple existence de Dino lui donne d'immenses maux de tête. Alors qu'il est censé être un observateur, Dino est devenu un immense hikikomori qui refuse de travailler et squatte mon pays pour que je le nourrisse. Guy l'avait envoyé comme espion pour qu'il partage la charge de travail colossale nécessaire au maintien de l'équilibre du monde, et Guy est donc furieux de voir que Dino ne fait rien pour freiner mes actions. Voir Guy réprimander son collègue feignant est assez comique, mais sa colère ne s'arrête pas là. La mission de Guy est de maintenir l'équilibre des forces mondiales, sauf que les démons primordiaux sont par nature des bombes à retardement ambulantes. À la base, Guy parvenait tant bien que mal à encadrer Misery et Rein, mais c'est à ce moment-là que j'ai débarqué, un slim qui ne respecte absolument aucune règle. Non seulement j'ai pris Diablo comme subordonné, mais j'ai aussi embarqué les 3 autres primordiales problématiques, Testarossa, Ultima et Carrera. Je leur ai donné des noms et je les ai fait évoluer au rang de démons de classe roi démon. Lorsque Testarossa a mis des bâtons dans les roues de Misery au conseil, révélant le pot aux roses aux yeux de Guy, Diablo s'est permis de se vanter de la joie que ses congénères éprouvaient à travailler à mes côtés. Face à cela, Guy est passé de la rage pure à la stupéfaction la plus totale. Plus tard, Guy, Léon et Luminous sont venus collectivement me demander des comptes. Face aux accusations de Guy, j'ai immédiatement rejeté la responsabilité de ce manque de surveillance sur Diablo. Diablo, fidèle à lui-même, a enchaîné avec des déclarations fanatiques expliquant qu'avoir la confiance de Maître Rimuru valait bien le coup de mourir. Voyant la situation dégénérer, je me suis empressé de prêcher mes grands idéaux de coexistence pacifique, réussissant à embobiner Guy qui a fini par valider cette méthode de maintien de l'ordre mondial. Cependant, nous avons découvert plus tard que Guy nous considérait depuis le début comme des pions dans sa partie d'échecs contre Rudra, ce qui nous a directement projetés dans la Grande Guerre mondiale contre l'Empire d'Orient. Voilà pour les moments de colère mémorables des différents personnages qui vont marquer la saison 4 de l'anime. Que ce soit pour protéger ce qui est juste ou pour appliquer des convictions inébranlables, chaque moment où un personnage pète les plombs déborde d'un charisme unique.